Et nous saluons les invités qui nous ont rejoints. Bonsoir Manuel Bompard, Bonsoir. merci d'être avec nous, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Nora Hamadi, merci d'être là, Bonsoir. journaliste. Bonsoir. Et Victor Hérault, journaliste Bonsoir. politique à Valeurs Actuelles. Pour vous resituer un peu, on était en train d'écouter François Bayrou nous parler aussi de son village, de son attachement au territoire. Je vais vous faire d'abord réagir là-dessus, Manuel Bompard, sur cet homme qui se revendique comme attaché à son village et au territoire. Pourquoi pas? Après, moi, je suis attaché à la démocratie, vous voyez. Donc, quand les Françaises et les Français ont voté, et je ne crois pas que ça soit désobligeant à l'égard de qui que ce soit, et certainement pas de François Bayrou, qui a sans doute effectivement un rapport à son village ou à son territoire d'origine qui peut être sans doute affectif et fort, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet ce soir de la nomination de M. Bayrou. Mais ça peut vouloir dire, par exemple, qu'on aura dans son gouvernement pas uniquement des ministres parisiens ou franciliens. Oui, mais je vais vous dire, bon, M. Bayrou, il peut mettre à peu près qui il veut dans son gouvernement, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Or, si Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, c'est certainement pas pour faire une politique qui soit une politique en rupture avec ce qu'a fait Emmanuel Macron pour l'instant. C'est pour faire un gouvernement d'intérêt général. Oui, mais ça, madame, bon, d'abord, premièrement, c'est un peu surprenant parce que ça laisse entendre que tous les gouvernements précédents n'étaient pas d'intérêt général. Oui, c'est très vrai. Et je ne crois pas que qui que ce soit... Le précédent, c'était un gouvernement de rassemblement. C'était ce qu'il y avait écrit dans le communiqué d'annonce. Mais j'imagine que si vous aviez posé la question à l'époque de ce gouvernement pour savoir s'il était d'intérêt général, je pense qu'ils auraient répondu oui à la question. On l'a pas posé, c'était pas écrit. Est-ce que ce soir, écoutez, franchement, Manuel attendez, Bompard, j'étais juste d'être clair. vous ne une vous fois pour sentez pas toutes, isolé, puisqu'on observe à travers les différentes réactions des différents groupes politiques à la nomination de François Bayrou, que vous êtes, je dis vous, la France Insoumise, les seuls à dire d'emblée on voudra le censurer. Bah, je crois qu'il y a un sondage qui a été fait sur la confiance des Français vis-à-vis de M. Bayrou. Je crois que c'est 38% qui ont une confiance positive et 62% qui ont une confiance négative. Non, j'ai vu circuler ça dans l'après-midi. C'est intéressant parce que vous disiez il y a 2 jours sur ce même plateau qu'il fallait se méfier des sondages. Bah, vous avez raison, mais c'est juste que je me sens pas trop isolé, vous voyez. Bah, 38%, c'est pas si mal comme code. Ouais, mais 62, c'est mieux. Hein. Oui, mais 62, ça n'arrive jamais. Hein, Manuel... Non, mais vous me demandez si je suis isolé. J'ai l'impression que globalement, une majorité comme une majorité des Français, mon état d'esprit il est très clair, je trouve que c'est un déni de démocratie supplémentaire de nommer en quelque sorte le premier soutien d'Emmanuel Macron alors que sa politique a été battue lors des élections qui se sont déroulées l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire les dernières élections législatives et les dernières élections européennes. Mais par rapport à Michel Barnier, par va mettre en exemple, c'est place... moins pire, puisque ça date de... On est obligé vraiment d'hierarchiser dans les coups de force. Tout à fait, bien sûr. Hein. Non, mais pourquoi ne pas lui laisser une chance à François Bayrou? Mais le problème, c'est pas... Moi, j'ai pas d'aversion personnelle ou je ne sais quoi pour M. Bayrou, mais vous imaginez bien que quelqu'un qui depuis 30 ans a participé à plusieurs gouvernements, qui depuis 2017 a été le premier soutien d'Emmanuel Macron, qui a été membre du premier gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017. Qui a été critique vis-à-vis de la réforme des retraites. Il n'était pas sur la même ligne qu'Emmanuel Macron sur la forme et le fond. M. Bayrou a été membre d'un gouvernement de M. Balladur entre 1993 et 1997, qui était déjà un gouvernement qui s'est attaqué aux retraites. Du privé. Non mais d'accord, mais donc je veux dire, moi je respecte les gens pour les opinions politiques qui sont les leurs, même si je suis pas d'accord avec eux. Donc je trouve qu'en fait c'est ne pas respecter cette personne, de considérer que désormais il va être Premier ministre et qu'il va faire une politique qui va à l'inverse de ce qu'il fait depuis 30 ans dans la vie politique française. Non mais sur certains points, sur les super profits, il s'est dit ouvert, en tout cas à évoluer, à peut-être plus les taxer. C'est pas des points sur lesquels vous pouvez vous retrouver? Mais enfin, les députés du MoDem, ils ont tous voté, par exemple, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je suis pour son rétablissement. Dans le débat budgétaire qui vient d'avoir lieu, les députés du MoDem, ils ont voté contre tous nos amendements pour introduire une taxe sur les super-profits. Donc, moi, je veux bien qu'on me fasse croire maintenant que M. Bayrou étant Premier ministre, il va avoir une révélation et qu'il va prendre toutes les positions qu'il avait avant et puis il va faire exactement l'inverse. Mais je pense que ça s'appelle prendre les gens pour des imbéciles. Et moi, j'essaye de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. À l'intérieur du nouveau Front populaire, votre position, M. Bompard, est quand même une position extrême. On n'entend pas la même chose dans la bouche des socialistes, des écologistes, des communistes qui ne décident pas de censurer a priori. C'était le cas pour Michel Barnier, où tout le nouveau Front populaire était aligné. Il y a une différence quand même cette fois-ci. Alors, je vais vous dire 2 choses. Premièrement, j'ai vu une communication
des députés communistes, parce que la position de Fabien Roussel, c'est une chose, mais Fabien Roussel ne siège pas à l'Assemblée nationale. Les députés communistes ont manifestement pris une position dans laquelle ils disent qu'ils demandent un vote de confiance pour M. Bayrou, et que s'il n'y a pas de vote de confiance, qui est manifestement le plus probable, ils voteront la censure. Ils jugeront sur pièce. Non. Les députés communistes, vous pouvez retrouver le tweet de Nicolas Sansu, député communiste, qui dit précisément les choses. Il dit, demande un vote de confiance, et s'il n'y a pas de vote de confiance, il votera la censure. Donc non, je ne me sens pas particulièrement isolé. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous au moment du vote de la motion de censure, et je reviendrai avec plaisir sur ce plateau pour convoquer. Vous verrez, je prends le pari aujourd'hui avec vous qu'une grande majorité des députés du Nouveau Front Populaire voteront la censure à cette occasion. Je faisais la comparaison il y a quelques instants du discours de politique générale de M. Barnier. Je faisais la comparaison il y a quelques instants avec Michel Barnier. Je ne sais pas si ce soir on peut parler de mansuétude vis-à-vis de François Bayrou. Néanmoins, quand on fait la liste et quand on regarde de près les réactions des uns et des autres aujourd'hui, c'est un petit peu moins dur que ce ne le fut à peine la nomination de Michel Barnier annoncée. Enfin, souvenez-vous que Michel Barnier, c'est quand même un LR. C'est un membre des Républicains. Les Républicains, on connaît leur score aux dernières législatives. Là, il y avait quelque chose de l'ordre presque d'une provocation de la part du président de la République d'aller donner le pouvoir au groupe qui était, pour le coup, encore plus minoritaire qu'une partie de son socle commun. Là, nommer l'un de ses plus proches, ça pourrait apparaître comme étant une provocation. Et c'est là. Mais pas forcément le cas. Ça reste. Non. Alors. Pardon, ça reste une provocation eu égard au résultat de deux élections consécutives, en l'occurrence oui, mais on ne l'a pas trop entendu aujourd'hui dans les réactions. En l'occurrence, moi je l'ai entendu. Je ne sais pas qui vous avez entendu, mais moi je l'ai entendu. Certains nombre de responsables. De fait, après deux scrutins ratés par le président de la République, perdus par le camp présidentiel, à un moment, nommer François Bayrou, effectivement, reste quelque chose qui ne va pas dans la ligne de ce qu'est l'action du garant des institutions, premièrement. Deuxièmement, François Bayrou n'est pas un LR. François Bayrou est centriste et a effectivement, dans le cadre de ses prises de position jusqu'ici, a pu envoyer des signaux qui, sur la réforme des retraites, qui, et ça c'est quelque chose qu'il a depuis très longtemps, sur le parlementarisme, sur la nécessité de construire des majorités de projets, et ça, ce n'est pas lié à Emmanuel Macron, a toujours été, quelqu'un, vous évoquiez la question du territoire tout à l'heure, quelqu'un pour qui la question des discriminations a toujours été centrale. C'est-à-dire que ça reste un centriste, un vrai. Emmanuel Macron nous a fait croire qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Il s'est avéré au fil de l'eau, après 7 ans d'exercice du pouvoir, qu'on est assez clair pour dire que le macronisme a plutôt penché à droite. Vous qualifieriez François Bayrou de centriste, vous, Manuel Bompard ? C'est comme ça qu'il se qualifie, mais après moi j'ai toujours considéré, je ne sais plus qui disait cette phrase, qui disait que le centrisme à la fin ça penchait toujours à droite. Mitterrand. Je pense que Mitterrand, voilà. Merci, monsieur Jeudi. Donc c'est un homme de droite pour vous, François Bayrou ? Les orientations politiques qui sont les siennes sont clairement, en tout cas d'un point de vue économique, clairement penchent vers la droite, évidemment. Et je pense parce que vous l'associez à Emmanuel Macron. Mais non, mais même avant. Enfin, je veux dire, François Bayrou n'est pas né avec Emmanuel Macron. François Bayrou, il a une histoire politique avant Emmanuel Macron. En 2012, il appelle à voter François Hollande. Oui, d'accord. Et il soutient Ségolène Royal en 2007. D'accord, mais quand il a été dans la pratique du pouvoir, il a toujours gouverné à droite. Et quand il a été lui-même, et il a le droit, c'est la démocratie, mais quand il a été lui-même candidat à l'élection présidentielle, pardonnez-moi de considérer que ces orientations programmatiques étaient des orientations programmatiques à droite de l'échiquier politique, mais c'est pas une insulte de dire ça. Moi, je suis pas de droite, mais j'accepte qu'il y ait des gens de droite, mais c'est le débat démocratique. Mais il faut pas brouiller les pistes comme ça. Non, mais c'est pas une question de brouiller les pistes, c'est quand même une identité politique connue. C'est le MoDem a participé à des exécutifs socialistes, des exécutifs UMP ou LR. Il était dans les premières équipes municipales de Martine Aubry. Enfin, c'est quand même une ligne politique qui s'adapte aussi en fonction des projets, des hommes et des femmes qui sont en place. Mais là où on peut se dire, ce que j'entends dans ce que dit Manuel Bompard, c'est que typiquement, c'est pas la ligne de Jean-Louis Borloo avec les radicaux qui auraient pu, dans une certaine mesure, être plutôt classés plus à gauche. Mais là-dedans, moi, ce que je voulais dire... Jean-Louis Borloo, il a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Ça n'a pas été le cas de François Bayrou. Au contraire, c'était même un ennemi... Vous allez avoir du mal à me remaquiller François Bayrou comme un homme de gauche. Vous pouvez essayer, j'admire l'intervention, mais... ça fait débat. L'objectif n'est pas du tout de le peindre en homme de gauche. Il n'est pas un homme de gauche. Mais expliquer que le centre, c'est forcément la droite, non, mais ça manque de nuance. Est-ce que finalement, il n'a pas la
souplesse, s'il vous plaît, Victor Herrou, est-ce que finalement il n'a pas la souplesse politique qui est nécessaire dans la période qu'on est en train de traverser? Alors non, je ne pense pas. Maintenant, si vous voulez tout ça, la question de savoir s'il est au centre-gauche, au centre-droit, il est du centre, c'est tout. Les comparaisons historiques d'ailleurs ne fonctionnent pas puisqu'Emmanuel Macron a créé quelque chose en 2017 qui s'appelle un bloc central, qui n'existait pas avant. Avant, on passait de gauche à droite, c'était plus facile. Là, il y a 3 blocs désormais. Et si vous voulez, le bloc central l'emportera toujours. Toujours parce qu'il suffit qu'il arrive à attraper les plus modérés ou les plus frileux, ça dépend comment on peut les qualifier, et de droite et de gauche, exemple les socialistes ou les républicains, et à ce moment-là, il devient majoritaire. Si François Bayrou garde tous les socialistes jusqu'au LR, ça fait 51%. C'est la majorité qu'on cherche depuis les législatives. Elle est la majorité de l'Assemblée. Vous avez parfaitement raison, c'est pas la majorité des Français, mais c'est la majorité de l'Assemblée. Alors il faudrait pour ça que tous les socialistes signent. La question c'est, est-ce que vous espérez, Manuel Bompard, est-ce que vous pensez qu'une partie des socialistes rentreront au bercail ? Moi je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au vote de la motion de censure qui sera sans doute déposée, parce que je ne crois pas qu'il y ait un vote de confiance, donc il y aura une motion de censure au moment du discours de politique générale. Je pense effectivement que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire voteront cette motion de censure. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? D'abord parce qu'un certain nombre l'ont déjà dit, j'ai cité tout à l'heure la communication des députés communistes, et surtout parce que je ne crois pas une seule seconde, un seul instant, que François Bayrou ait l'intention de reprendre à son compte des revendications qui étaient des revendications du programme du Nouveau Front Populaire. Et sur le budget, par exemple. Attendez, je vous donne juste un exemple et après je réponds à votre question sur le budget. Regardez, on parle de la retraite. J'ai entendu tout le monde dire l'abrogation de la réforme des retraites, c'est une priorité, c'est un marqueur essentiel pour nous. Il y a 15 jours, à l'Assemblée nationale, il y avait notre niche parlementaire. On a introduit la proposition d'abrogation de la réforme des retraites à cette occasion, d'accord ? Il y a eu les députés macronistes dans leur ensemble qui ont bloqué l'Assemblée nationale, ils ont fait des amendements d'obstruction. Les 2 députés qui ont déposé le plus d'amendements pour bloquer le vote de l'adoption de l'abrogation de la réforme des retraites, c'est 2 députés du MoDem. Donc, vous pouvez maintenant me dire, parce que François Bayrou a dit une fois qu'il n'avait pas aimé la séquence des retraites, qu'il a l'intention de favoriser l'abrogation de la réforme des retraites. Vous pouvez essayer de faire croire ça, mais je n'y crois pas une minute. Et donc, comme je pense que, pour répondre à votre question, comme je pense que François Bayrou ne donnera aucun des marqueurs essentiels pour permettre au Nouveau Front Populaire de pouvoir se retrouver dans sa politique, je pense que l'essentiel des députés du Nouveau Front Populaire le censureront. Sur le budget, pour vous, il y a des lignes rouges qui sont d'ores et déjà figées presque. Et qui ne varieront pas. Je parle de vous, de la France insoumise. Évidemment que... Vous ne jugerez pas sur pièce. Mais évidemment que vous jugez toujours sur pièce à la fin, mais il ne faut pas faire croire que quelqu'un qui a mis sa politique dans tel rail depuis des années et des années va d'un seul coup faire l'inverse. Je pense que c'est... Moi, j'essaye de prendre les gens au sérieux, en fait. Et quand on prend les gens au sérieux, y compris quand on prend M. Bayrou au sérieux, quand on pense qu'il a des convictions, je crois qu'il a des convictions, mais juste, c'est pas les miennes. Et ces convictions, elles vont pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai. Donc, bon, si certains... J'ai compris que certains veulent essayer. Non, ils essayent. Mais attendez, je veux juste dire une chose. Ceux qui ont essayé cette semaine, parce que c'est les mêmes, en allant voir M. Macron à l'Élysée, en revenant et en disant, vous allez voir, on va convaincre M. Macron de nommer un Premier ministre de gauche, je sais pas, je leur recommande peut-être d'essayer de tirer quelques leçons de ce qui vient de se passer cette semaine. Le PS en particulier, ils sont allés en disant, on va arracher un Premier ministre de gauche. Ils se retrouvent avec M. Bayrou. Bon, mais donc, en l'occurrence, le PS cet après-midi a envoyé un courrier à M. Bayrou nouvellement nommé. Oui, vous l'avez lu forcément, où il se place quand même dans l'opposition, tout en disant... On peut discuter à partir du moment où vous n'enclenchez pas, où vous nous promettez que vous n'enclenchez pas le 49.3. Est-ce que ça, c'est pas faire un pas quand on sait que les Français sont juste usés, vieillis, fatigués, pour reprendre une vieille expression, par cette situation ? Mais je pense que les Français, ils sont aussi beaucoup usés et fatigués par la politique d'Emmanuel Macron. Donc je suis désolé, mais je ne crois pas que ça soit faire un pas de se proposer ou d'envisager d'être en quelque sorte la force d'appoint de la continuité du macronisme en France. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit avancé. Ça. Je pense que c'est au contraire reculé. Évidemment que si vous commencez à discuter, et monsieur le disait, et que vous garantissez la non-censure, c'est-à-dire que vous favorisez la stabilité du gouvernement Bayrou, vous êtes la force d'appoint qui permet la continuité du Bruno, on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites, juste pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Il pense quoi, François Bayrou, sur la réforme des retraites ?
Et est-ce qu'il serait prêt à des évolutions? Non, François Bayrou, il n'était pas d'accord, avec la méthode qui avait été choisie à l'époque. Il jugeait trop brutale et que l'obsession d'aller sur la borne d'âge, pour lui, c'était pas la bonne méthode. Des discussions que j'ai pu avoir à l'époque avec lui et de ce qu'il avait exposé, parce qu'il était quand même dans la majorité, donc il a fait entendre cette musique, mais il n'a pas voulu non plus se mettre en travers la route d'Elisabeth Borne, qui était déjà très en difficulté pour rallier les LR à sa cause. Je pense que lui, il était dans une démarche qui ressemblait plus à ce qui avait été fait sous François Hollande, c'est-à-dire plutôt de bouger les curseurs en fonction des décisions du corps et des problèmes de financement, c'est-à-dire à la fois la durée de cotisation et éventuellement la barrière de l'âge. Il n'était pas en tous les cas aussi allant que d'autres dans la majorité. Donc on va bien voir ce qu'il va... Mais on peut imaginer qu'en coulisses, aujourd'hui, dans le bras de fer, lors du bras de fer, ce matin, entre Emmanuel Macron et François Bayrou, il eût été question de ce dossier-là auquel tient particulièrement Emmanuel Macron. Je ne pourrais pas vous répondre. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la méthode choisie... il y a un problème de méthode. C'est-à-dire que lui, il pense que c'est au Premier ministre à la fois de discuter du contenu des textes de non-censure, c'est au Premier ministre de discuter, d'avoir la plénitude pour définir cette équipe, cette coalition, s'il y parvient. C'est pas au Président de la République de le faire. C'est pour ça qu'il s'étonnait au fond de cette durée, ce temps que prenait le Président pour faire quelque chose qui, par ailleurs, ne relève pas des pouvoirs du Président de la République. Victor Ayrault, vous souhaitiez réagir. Vous pensez qu'il a été question de la réforme des retraites ce matin à l'Élysée entre Emmanuel Macron et François Bayrou? J'aurais adoré, mais comme tout journaliste politique, être une petite souris et assister à cette discussion qui apparemment était tonitruante. Je ne vois pas comment il n'a pas pu être question de la réforme des retraites durant cette discussion. Je pense que c'est impossible. C'est un point cardinal, si vous voulez, des mandats d'Emmanuel Macron. Et j'imagine peu Emmanuel Macron, même s'il l'a fait apparemment à contre-cœur, nommer François Bayrou Premier ministre, s'il imaginait François Bayrou revenir sur cette réforme, qui est quand même pour le président réformateur, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron vient en 2017 en tant que président réformateur, c'est la seule grande réforme de ses mandats. Je ne vois pas Emmanuel Macron... Donc vous imaginez plus un pacte Macron-Bayrou, voilà, on ne touche pas à la réforme. Potentiellement, là je m'avance peut-être un peu, je ne dis pas que c'est le cas, mais en tous les cas, je ne vois pas comment il n'a pas pu être question dans la discussion de ce sujet-là. Les paroles et les actes de François Bayrou, nouveau Premier ministre Emmanuel Bompard, sur les faits, le premier c'est de recevoir en ce moment même Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, à Matignon, pour parler immigration notamment. Les proches de Bruno Retailleau disent qu'il attend des garanties à l'occasion de ce rendez-vous, qui se poursuit. Il a débuté il y a 50 minutes. Quel genre de signal interprétez-vous? Il faudrait vérifier les informations, parce que j'ai lu qu'il allait le voir pour discuter de la continuité des politiques en matière de sécurité pendant le week-end. Il est question aussi du pape en Corse ce week-end, mais pas que. Ok, si c'est ça, au risque de vous surprendre, je trouve pas ça choquant qu'un Premier ministre qui vient d'être nommé aille voir les ministres démissionnaires pour faire le point sur la continuité des politiques de telle ou telle chose. Ça, c'est pas le problème. Maintenant, évidemment que si M. Bayrou ouvre une négociation, une discussion pour garantir à M. Retailleau une fonction importante dans son gouvernement... LR, derrière lui, LR et lui-même, parce que c'est LR, mais en plus avec les positions qu'il a prises ces dernières semaines et ces derniers mois, évidemment que si à la fin ça devait se conclure par une présence de Bruno Retailleau à l'intérieur de ce gouvernement, je n'ose imaginer, pour répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure, je n'ose imaginer qu'un seul membre du nouveau Front populaire ne censure pas ce gouvernement. Nora Amadi, c'est un irritant, Bruno Retailleau, pour l'ensemble du nouveau Front populaire. Oui, pour l'ensemble du nouveau Front populaire. Pour le coup, Marine Tondelier l'a dit très vite après la nomination de François Bayrou, que effectivement la présence de M. Retailleau à l'immigration, en fait, serait de toute façon un casus belli. Ce qui est audible, et ce qui serait d'ailleurs, pour le coup, sur les positions de François Bayrou sur les questions migratoires, déjà dès le quinquennat Sarkozy, il avait dit que ces questions avaient été mal traitées, que c'était devenu quelque chose d'absolument hystérique dans la gestion des débats, ce qu'il avait aussi conduit dans le traitement de Nicolas Sarkozy de cette question. Ça avait en partie conduit aussi François Bayrou à décider de soutenir François Hollande en 2012. Cette question migratoire était quand même un des moments de bascule pour François Bayrou. Donc là, se dire que M. Retailleau pourrait rester sur la ligne qui est la
la sienne sur ces questions à cet endroit, eu égard à la position de François Bayrou? Alors oui, il faut envoyer des signaux au LR, mais d'un autre côté, est-ce que vous envoyez des signaux à combien ils sont 22 51, 50, dans les LR, 47, ouais, pardon, j'avais plus de chiffre en tête, versus 65 si vous voulez récupérer des socialistes. Est-ce que du coup, vous évacuez, c'est des questions arithmétiques, les écolos potentiellement qui seraient peut-être prêts à se dire, bah tiens, peut-être sur des questions d'environnement, on serait peut-être prêt à se dire, on censure pas a priori. Ouais. Là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'individu qui incarne une politique. Il y a forcément des calculs en coulisses, qui tourne plutôt vers le RN. Bruno Jeudi, est-ce que les chances de Bruno Retailleau de rester à Beauvau sont élevées ce soir, sont non négligeables? Oui, je pense qu'elles sont sur le papier. Il y a des chances qu'ils puissent rester au gouvernement. On sait, pour avoir discuté quand même avec certains, que la plupart des ministres de droite veulent continuer dans leurs fonctions actuelles. Bruno Retailleau, Annie Genevard et d'autres, ils veulent. Alors évidemment, avec François Bayrou, il y a le côté irritant d'une personnalité qui, pour les plus anciens, a fait perdre Nicolas Sarkozy. C'est un sujet. Il se trouve quand même que les LR, version 2024, ils ont quand même oublié le sarkozysme parce qu'entre-temps, Sarkozy n'a pas forcément été très fair avec sa formation politique. Qui LR a poussé d'ailleurs là dans les derniers jours? LR là Qui LR a poussé pour Matignon? Qui vous Nicolas Sarkozy a poussé pour Sébastien Lecornu. Ouais. Ça c'est clair. Est-ce que Laurent... Moi, mais à Laurent Wauquiez, par exemple, Laurent Wauquiez, il n'avançait pas de nom réellement. Lui, son problème, c'était plutôt une personnalité un Premier ministre issu du NFP qui posait problème pour lui. C'est pas tellement la question d'un François Bayrou, de Catherine Vautrin, voire même de Bernard Cazeneuve. Sarkozy, il a plaidé pour Sébastien Lecornu. Lecornu et pour le maintien de Bruno Retailleau. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça me paraît pas effectivement tout à fait anormal, à la fois pour les raisons qu'a dit Manuel Bompard, que le Premier ministre aille voir un peu, reçoive le ministre démissionnaire de l'Intérieur. Bruno Retailleau. Il faut quand même considérer que le sujet de l'immigration, même si vous aviez raison de souligner que c'était l'une des raisons de l'émancipation de François Bayrou en 2012, par rapport à Sarkozy, c'était la question migratoire. Enfin, c'était il y a 12 ans. Et en 12 ans, l'opinion a singulièrement évolué sur ce sujet. Il y a une majorité de Français qui sont pour la réduction la maîtrise des flux migratoires, etc. Et donc, c'est une politique que Bruno Retailleau essayait de commencer à engager. Il y a quand même un enjeu dès ce soir pour François Bayrou, c'est de ne pas apparaître tout de suite comme étant un Premier ministre bien de droite, si je puis dire. Non, mais attendez, il est obligé de considérer, François Bayrou, que Bruno Retailleau est le seul ministre qui a imprimé, comme on dit, dans l'opinion du gouvernement Barnier. Pas forcément pour des bonnes raisons aux yeux de tous les Français. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne dis pas que ce sont pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Je dis simplement que voilà, c'est un fait. Et donc, quand vous êtes Premier ministre, est-ce que vous allez débarquer le ministre de l'Intérieur qui, a priori, a les faveurs de l'opinion? Les faveurs de l'opinion à voir, parce qu'après, il y a quand même eu des déclarations, souvenez-vous, sur l'état de droit. Oui, non, mais il y a quand même eu des déclarations sur l'état de droit qui ont fait largement polémique. Oui. Et alors, on ne va pas ici se baser exclusivement sur des sondages, mais qui n'ont pas été forcément bien comprises. Donc après, la politique, c'est une question de rapport de force. Qui s'est empressé de corriger du reste. Oui, alors il a fallu quelques jours quand même. Non, je suis d'accord. Mais il y a quand même une majorité. Manuel Bompard, l'entourage de Bruno Retailleau a donné une interview à l'AFP et dit il nous faut des garanties sur l'immigration. Il y a des choses non négociables. 2 choses. La lutte drastique contre l'immigration illégale et la réduction de l'immigration légale au strict nécessaire. Et Vu du NFP, on en dit quoi? Bon, d'abord, je trouve que M. Retailleau ait eu effectivement des propos qui soient des propos extrêmement clivants et que donc il soit apparu et qu'il ait été remarqué et identifié. Certes, il l'a été, de mon point de vue, pas pour des bonnes raisons, et avec des propos qui étaient des propos, sur certains, totalement inacceptables. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Maintenant, je refuse de considérer
qu'il n'y a en quelque sorte que la droite qui aurait un discours à porter sur la question migratoire. La gauche, elle a aussi des choses à dire, mais précisément, elle ne s'inscrit pas dans la même logique que ce que dit la droite sur ce sujet. Bon, moi, par exemple, j'assume de vous dire que je suis favorable à la régularisation des travailleurs sans papier. Donc, je ne suis pas d'accord avec M. Retailleau. Parce que M. Retailleau, il peut faire des blagues. Il peut faire des grandes phrases, des grands mots sur oui, il faut lutter contre l'immigration légale, etc. Mais quand vous avez aujourd'hui un emploi sur 10 en France qui est occupé par un travailleur immigré, il va falloir nous expliquer, à partir du moment où, à part les pointer du doigt à longueur de journée, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, je pense que plutôt que de les pointer du doigt à longueur de journée, vous savez, il ferait mieux de les remercier, en fait. Victor Ayrault, oui. Il y a donc ce premier rendez-vous de François Bayrou, Premier ministre à Matignon, ce soir, recevant le ministre démissionnaire de l'Intérieur. Il y a fort à parier que ce week-end, François Bayrou ne va pas se reposer tranquillement, je ne sais où. Le service politique de BFM TV nous dit que ce week-end, il y aura vraisemblablement des consultations à Matignon dans l'optique de la formation d'un gouvernement. On n'a pas de détails ni de programme à arrêter sur la liste des consultations, mais il faut comprendre que le Premier ministre va passer le week-end à travailler à l'hôtel de Matignon. Il n'y a pas trop le choix de prendre son temps, François Bayrou. Noël, c'est dans 10 jours. Noël, c'est dans 10 jours. Mais ça, il faudra envoyer la faute peut-être à Emmanuel Macron plutôt. Mais non, il est vrai. La pression. Là, nous arrêtons longuement parce qu'il vient d'être nommé sur François Bayrou. Mais la question fondamentale, c'est plutôt celle de son gouvernement que la sienne. Puisque d'ailleurs, il me semble que François Bayrou est aussi nommé peut-être parce qu'il n'y a pas de ligne précise idéologique, mais que c'est plutôt la ligne idéologique est plutôt celle de dire il faut qu'on essaie de travailler tous ensemble, donc il faut d'autres gens autour de lui, il n'ira pas seul. Donc la constitution de son gouvernement sera primordiale. Maintenant, on sent d'ores et déjà, rien qu'autour de ce plateau, qu'il suffit d'un nom pour que les autres hurlent, qu'il suffit, enfin c'est la quadrature du cercle si vous voulez. Sachant que tout ceci avec la perspective d'un budget. Est-ce qu'il a intérêt à tirer des enseignements de ce qu'a fait ou n'a pas fait Michel Barnier presque dès le début de son L'équilibre n'est plus le même. Maintenant que le Parti socialiste s'est un petit peu détaché du Nouveau Front populaire et tend la main au gouvernement en faisant exactement la même stratégie que Marine Le Pen, c'est-à-dire en disant nous ne vous censurerons pas si vous acceptez nos desiderata. C'est-à-dire que le levier est passé des mains du Rassemblement national aux mains du PS peut-être aujourd'hui. Donc il doit s'inspirer de ce qu'a fait Michel Barnier, mais avec le PS, il est plus facile de dealer d'un point de vue de politique, d'un point de vue de morale aujourd'hui dans la politique, de dealer avec le PS que de dealer avec le Rassemblement national, j'en conviens. Maintenant, si vous voulez, les questions de casting de gouvernement vont causer beaucoup de tort à mon sens, puisque quand Bayrou, qui est nommé, Monsieur le Premier ministre, pour discuter avec tout le monde et pour faire sa grande réconciliation, c'est ce qu'il dit, mais qui, ses troupes et lui-même dans le même sens disent nous priverons notre gouvernement, enfin en tous les cas nous priverons 42% de l'Assemblée de notre gouvernement, 42% de l'Assemblée de la représentation nationale, pardonnez-moi, c'est-à-dire le Rassemblement national, l'UDR et la France insoumise. Il y a là une grande contradiction. On ne peut pas d'un côté dire les gouvernements précédents et Emmanuel Macron n'ont pas écouté ce qu'ont dit les Français aux élections, et ensuite dire, mais écoutez, les 2/3, voire même la moitié de l'Assemblée, je les mets sous le tapis, puis je les regarde pas. Alors on va vous proposer des... Pardon, Manuel Bompard. Juste une remarque, mais ça sera davantage, parce que je sais que le récit d'Emmanuel Macron, c'est de dire on va essayer de constituer un gouvernement plus large que le gouvernement précédent. Mais pardonnez-moi, si on a une certitude ce soir, c'est que ce gouvernement, il va non seulement pas être plus large, mais il y a de fortes probabilités qu'il soit plus réduit. Pourquoi en êtes-vous si certain ? D'abord, il sera pas plus large, parce que ni le Parti socialiste, ni qui que ce soit au Nouveau Front populaire a dit qu'il envisageait d'entrer au gouvernement, que je ne crois pas que le Rassemblement national ou l'UDR ait l'intention de rentrer au gouvernement. Donc au mieux pour Emmanuel Macron, on est dans un périmètre politique dans le gouvernement qui est le même que celui du gouvernement Barnier. Et j'ai entendu du côté des Républicains que la participation au gouvernement n'était pas un fait acquis aujourd'hui. Donc vous avez même une circonstance ou une possibilité que le gouvernement soit encore plus étriqué que ce qu'il l'était précédemment. C'est pour ça que moi j'analyse, si vous voulez, la nomination de M. Barnier comme vraiment un repli sur M. Bayrou. Voilà, tous les 3 mois. Sur une sorte de carte ronde des derniers généraux de la Macronie. Bon, ça, je pense qu'effectivement, les mêmes causes produiront sans aucun doute les mêmes effets. On va l'écouter justement, François Bayrou, sur la question de la dette. J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles, la question de la dette
et des déficits. J'ai même conduit des campagnes présidentielles sur ce thème et tout le monde, nous en disions un mot avec le sourire tout à l'heure, tout le monde disait mais il est complètement fou, on ne fait pas une campagne sur la dette. Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral. Nora, la question de la dette, des déficits, ça a effectivement toujours été l'un de ses combats à François Bayrou? Oui, clairement, effectivement, ça a toujours été l'équilibre budgétaire, a toujours été un de ses mantras. Et il faut se souvenir aussi que Marielle de Sarnez, qui a été sa grande accompagnatrice, qui est décédée il y a quelques années de mémoire, au Parlement européen aussi était très au fait de cette question. Mais on voit bien à quel point là, on est dans une position qui va être à la fois la nomination de son gouvernement et son discours de politique générale, on va aller chercher, voilà, qu'est-ce qu'il va aller chercher? La question de la dette, elle est centrale. C'est est-ce que vous baissez, est-ce que vous augmentez les recettes ou est-ce que vous baissez les dépenses? Et là, clairement, ça vous positionne. Et là, très vite, on va pouvoir se rendre compte du projet que le Premier ministre va mettre en marche, si vous me permettez l'expression. Et si toutefois, du coup, les LR, typiquement, puisque c'est ce que M. Wauquiez a dit cet après-midi, ils attendent de voir le projet. Est-ce que le projet va plutôt être en résonance avec la droite ou en résonance avec la gauche? Là, typiquement, il n'y a pas plus politique que cette question. Donc, on verra bien qui est dans l'opposition. Et avec des attentes des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien des socialistes que des LR. Clairement, clairement. Et donc là, est-ce que... alors, typiquement, sur la question des super-profits, de l'impôt sur les super-profits, ils seraient susceptibles peut-être de faire des pas. Est-ce qu'ils seront prêts à rétablir l'ISF? Je ne suis pas certaine qu'on arrive, par exemple, à cette position qui est celle, clairement, du nouveau Front populaire. En 2012, candidat à l'élection président... Pourquoi vous souriez? Ça me fait l'élection présidentielle, François Bayrou avait remonté l'historique des prises de position de François Bayrou. C'est intéressant de regarder ce qu'il a dit par le passé, parce que maintenant, il a une responsabilité, véritablement. Et il avait alors présenté, c'était il y a 12 ans, sa recette, 50 milliards d'économies sur l'État, la sécurité sociale, les collectivités locales, sans donner de détails d'ailleurs. Il avait dit, je ne vais pas faire tout le travail qui sera celui du gouvernement. Maintenant, il en est le chef. Un vrai programme de gauche. 50 milliards de recettes basées à l'époque sur un coup de rabot sur les niches fiscales, une hausse de TVA et 2 tranches supplémentaires d'impôt sur le revenu à 45%. Et 50%. Pleinement dans les propositions du nouveau Front populaire. Là. Non mais sérieusement. Non mais précisément, c'est précisément l'inverse. Excusez-moi, vous venez de dire, c'était au milieu de plusieurs propositions, mais l'augmentation de la TVA, c'est de ça dont vous venez de dire. Vous venez de faire référence à une proposition de François Bayrou sur ce sujet. Franchement, si M. Bayrou a l'intention de boucler les problèmes de déficit et donc de boucler un équilibre budgétaire en augmentant la TVA... Et 2 tranches d'impôts supplémentaires. Oui, mais l'augmentation de la TVA est par définition l'impôt qui est le plus injuste, parce que c'est l'impôt qui frappe tout le monde de la même manière, quels que soient ses revenus et ses ressources. Si aujourd'hui, alors que j'entends dans la bouche de toutes les forces politiques, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Si la première mesure, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, mais là vous faites référence à des prises d'opposition passées de sa part, si l'une de ses premières mesures c'est d'annoncer qu'il va augmenter la TVA... Ça, c'est pas possible. Ça me paraît totalement impossible. Au vu du contexte, on m'interroge sur ces prises d'opposition, donc j'y réponds. En revanche, si il y a l'annonce, par exemple, une proposition, et c'est ce que vous avez peu ou prou fait dans le cadre des commissions, vous avez retravaillé, vous avez amendé en fait le budget qui avait été proposé par Michel Barnier. S'il y a ce travail avec la possibilité et l'assurance de François Bayrou il n'y aura pas de 49.3, est-ce que vous seriez prêt à refaire ce travail de retricotage de petites dentelles en mettant des amendements? Il semblerait qu'il soit plutôt allant sur les niches fiscales des entreprises, plutôt allant sur une taxe sur les super-profits. Là-dessus, peut-être que d'autres recettes seraient susceptibles d'être négociées. Il y a peut-être quelque chose à tirer aussi mal chez François Bayrou. Non mais attendez, moi je vous réponds franchement, je vous ai répondu sur son orientation politique générale. Je ne vais pas raconter d'histoire, j'y crois pas, je pense que ça va inscrire dans la continuité du macronisme, et donc c'est la raison pour laquelle nous, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, on dit on va le censurer. Bon, maintenant, s'il n'est pas censuré, et s'il y a un débat budgétaire, évidemment que je vais faire mon travail de parlementaire. D'accord, mais vous fonctionnez dans ce sens-là.
D'abord censure et puis après. Mais oui, mais parce que je veux pas raconter d'histoire aux gens, parce que je ne crois pas une minute que François Bayrou va reprendre les revendications qui sont celles du programme du Nouveau Front Populaire, et pas parce que je veux lui faire un procès d'intention, mais parce que je crois à la cohérence de ses positions et que les positions qu'il a défendues pour l'instant, elles vont à l'inverse. Et celles que vous avez référence. Est-ce que par pragmatisme, ce que semble avoir en tête le Parti socialiste, les écologistes ces derniers jours, c'est pas du pragmatisme, c'est de la naïveté. Il ne vaut pas mieux être au cœur du réacteur un temps soit peu pour peser. Mais attendez, un petit peu que de ne pas peser du tout. Attendez, on peut tout à fait voter la motion de censure. En discutant. Mais attendez, on peut d'abord voter une motion de censure parce que dans une démocratie, normalement, il y a un vote de confiance. Parce que je rappelle, ça nous a peut-être échappé parce que maintenant, plus personne ne fait de vote de confiance. Mais normalement, un gouvernement, notamment puisqu'on dit de ce qui se passe logiquement au moment du discours de politique générale, qui n'est pas respecté. C'est pas obligatoire dans la Constitution, mais c'est quand même une tradition. Et comme on dit beaucoup que François Bayrou est très attaché au parlementarisme, au respect du Parlement, vous l'avez dit vous-même, peut-être que par exemple, il pourrait commencer par dire qu'il va faire un vote de confiance. Les précédents premiers ministres ne l'ont pas fait. Les précédents, ceux sous Emmanuel Macron, vous avez raison. Maintenant, je réponds à votre question sur le budget. Si ensuite le gouvernement n'est pas censuré, alors il va y avoir une discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Et évidemment que moi je vais faire le même travail que j'ai fait dans la discussion budgétaire sous M. Barnier. Et je vais même aller plus loin. S'il y a dans le budget de M. Bayrou des articles qui vont dans le sens d'une plus grande mise à contribution des plus riches et des grandes entreprises, évidemment que je ne vais pas m'opposer à ces articles, évidemment, mais je ne crois pas que ça sera l'essentiel de l'orientation économique et politique de ce budget. Et donc, je crois que dans la globalité de ce budget, il y aura à nouveau des postes, par exemple, d'enseignants qui vont être supprimés. Je crois donc qu'à partir de ce moment-là, la copie générale, ça sera une copie dans laquelle on ne se retrouvera pas. Mais évidemment qu'à chaque fois qu'on pourra voter des amendements qui vont dans la bonne direction, on les prendra. Carole, est-ce que François Bayrou risque de se retrouver, comme Michel Barnier, avec l'épée de Damoclès du RN au-dessus de la tête en ce qui concerne les mesures d'économie, les mesures budgétaires? En fait, c'est deux sujets, moi, je pense. Parce que je pense que l'épée de Damoclès du RN, elle demeure. Malgré les déclarations, on va voir, on jugera sur pièce, enfin il n'y a pas de censure a priori, et puis Marine Le Pen qui revient ce soir en disant oui mais enfin la menace de la censure est toujours là. Moi je pense que tout a changé quand même lors du réquisitoire dans le procès de l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Et donc, je reste à peu près persuadée que, de toute façon, Marine Le Pen souhaite une présidentielle anticipée et que le discours suivant lequel on attend de voir et il n'y aura pas de censure a priori, je n'y crois pas trop. Donc, pour répondre, oui, l'épée de Damoclès, elle est plus que jamais là, je pense. Par ailleurs, et donc ça, c'est une question distincte du budget, bien qu'il faille trouver une occasion, évidemment, pour trouver voter la censure, et qu'il faut surtout que ça fasse une majorité. Voilà. Mais l'intention, à mon avis, de Marine Le Pen, s'il y avait une majorité, elle est toujours de censurer. Ensuite, je dois dire que le discours de François Bayrou sur la dette, j'ai trouvé ça, comment dire, alors on peut dire ou très courageux, ou assez suicidaire. Vous voulez dire les premiers mots qu'il a eus sur le perron de Matignon? Mais oui, mais parce que si vous voulez, quand on entend ça, on se dit oui, c'est vrai, il y a un vrai problème de la dette, tout le monde le dit, les intérêts de la dette surtout, etc., qui creusent le déficit. Bon. Mais en même temps, on entend directement austérité. Là, c'est aussi un signal qu'il envoie au marché. Hein. On a bien vu que ça n'avait pas trop bougé après sa nomination. Enfin, il ne parle pas qu'aux Français. Il parle de manière plus large. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça doit jouer. Oui, mais enfin, il se trouve que les Français ont peut-être entendu son discours aussi. Et à partir de là. Bon courage, quoi, parce qu'on a l'impression que, au-delà des mesures que suggérait Nora Hamadi, qui sont effectivement des mesures sur lesquelles il peut y avoir des ententes, des négociations, mais tel qu'il l'a présenté, on a vraiment l'impression qu'il faut y aller à fond sur la réduction des dépenses.